Bonjour. Cette présentation a été préparée avec l'aide de la doctoresse Menta et puis du docteur Graff, que je remercie grandement. Dans le plan, en fait, on va parler de quelques adaptations des services d'imagerie cardiovasculaire au Covid. Ensuite, avec des cas pratiques qui ont été acquis au HUG, on va parler des aspects de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire, de quelques atteintes systémiques emboliques, de myocardite et puis de quelques autres atteintes qu'on va détailler. On va finir par un message à retenir. Donc, la période Covid pour nous commence à peu près vers le 13 mars, à partir de l'arrêt du Conseil fédéral, mais ça a été suivi tout aussitôt par des recommandations de plusieurs sociétés cardiovasculaires d'imagerie et de prise en charge interventionnelle. Et puis on était à peu près tous synchro dans cette période pour restreindre de façon importante les activités cardiovasculaires et puis les limiter uniquement à des urgences cardiovasculaires. Donc, on voit ici l'activité d'imagerie qui a été faite au HUG pendant cette période avec une activité de CT thoracique qui reste à peu près stable. Et puis on voit qu'il y a eu une grosse diminution des activités de CT cardiaque, IRM, mais également de PET scintigraphie pendant cette période-là. Ça correspond à peu près à uniquement 40% de l'activité habituelle. Donc, cette activité, elle a été graduelle. Avec un plus bas aux alentours de la première semaine d'avril et avec une remontée progressivement de semaine en semaine. On voit en orange en fait l'activité qui est liée aux patients Covid en elle-même pour le CT, l'IRM et puis les méthodes de médecine nucléaire. Et puis on voit que la majorité des cas, en fait, c'était des patients qui n'étaient pas atteints Covid, qui ont pris de plus en plus d'importance au cours du temps. Donc, suite à la pandémie Covid et puis son expression au HUG, il y a plusieurs modalités d'imagerie cardiovasculaire qui ont été impactées. L'impact n'a pas été pareil pour toutes les modalités d'imagerie cardiovasculaire et puis on a dû se réorganiser selon des principes qui sont connus de la radiologie, des principes de radioprotection, mais qui étaient étendus en fait à des techniques de nettoyage particulières. Donc là, on voit qu'il y a eu un impact différent des différentes modalités en fonction du temps de contact qu'il y a avec le patient, de la distance qu'on peut maintenir avec le patient, de la possibilité ou non de mettre des écrans, et puis de la difficulté de nettoyer les appareils et puis l'environnement à la suite de l'examen. Donc, une des techniques qui a été le plus impactée, c'est l'échographie, où on voit qu'il y a en fait un contact avec le patient qui est prolongé et puis une distance qui ne peut pas être maintenue. Et donc c'est pour ça que les adaptations préconisées dans ce cas-là, ça a été de faire des échographies très ciblées à la question clinique. Certains dans d'autres hôpitaux ont évoqué des échographes portables qui étaient uniquement destinés aux praticiens et puis qui ne s'échangeaient pas de médecin à médecin. On a également évoqué d'acquérir les images d'échographie avec un positionnement particulier, pas face au patient, mais le patient étant de dos. Et puis, pour cette technique-là, en général, on considère maintenant que le downtime, c'est-à-dire le temps qui est nécessaire pour préparer un nouvel examen, c'est à peu près de 10 minutes et ça permet de nettoyer toutes les structures avant le prochain examen. Donc, deux autres techniques qui étaient relativement protégées, c'était le scanner et puis le PET. Le scanner, en fait, il y a eu des adaptations qui sont proposées. C'était de maximaliser en fait l'apport d'un scanner qui est effectué. Ce serait en injectant du produit de contraste, par exemple en appliquant le triple rule-out technique qui permet de détecter en même temps s'il y a une embolie pulmonaire, une dissection aortique ou bien une maladie coronarienne. Et puis, dans la plupart des centres, le downtime pour cette technique, c'était à peu près de 10 à 15 minutes. Donc, pour le PET cardiaque, on a un downtime qui est similaire de 10 à 15 minutes. Et puis, ce qui a été proposé dans certains cas, quand les patients étaient en réanimation ou bien en milieu de soins intermédiaires, c'était d'injecter le traceur FDG dans le milieu de réanimation qui maintient une distance suffisante entre les patients et les soignants pour permettre une arrivée très tardive du patient dans les structures de médecine nucléaire et limiter son temps de transit. La scintigraphie a été particulièrement impactée aussi.
Là, on a un downtime d'à peu près 30 à 40 minutes. C'est lié au fait que le patient, en fait, il séjourne dans plusieurs lieux différents pendant son examen de scintigraphie. Et les mesures qui ont été proposées, c'est par exemple de limiter les scans de ventilation-perfusion à uniquement la phase de perfusion, d'utiliser des traceurs de perfusion rapide pour les imageries cardiaques. On a proposé de ne pas faire des stress physiologiques, mais de faire uniquement des stress pharmacologiques pour limiter l'expulsion de gouttelettes, de préférer les tests des imageries qui proposent une acquisition rapide, et puis dans notre cas, ça a été de préférer en fait l'acquisition PET pour ces patients. Donc l'IRM également a un downtime qui est assez important. C'est préconisé à peu près 70 minutes dans certains lieux. Je pense qu'on a pu avoir un downtime qui était beaucoup moins important avec des filières Covid et puis des filières non Covid, ce qui n'est pas toujours le cas dans des hôpitaux où il y a par exemple une seule IRM. Ce qui a été proposé dans ce cas-là, c'était de faire des IRM vraiment ciblés à la demande. Et puis voilà. Donc, le gros de l'activité, ça a été au départ de faire des imageries CT pulmonaires. Et puis on voit qu'il y a, au fil du temps, sont apparues des descriptions d'embolie pulmonaire. Ça, c'est par exemple deux case reports chinois où on voit des défauts de remplissage des artères pulmonaires qui sont soulignés par les flèches. Ce patient également, on voit plusieurs défauts de remplissage des artères pulmonaires qui dénotent en fait d'une embolie pulmonaire dans le contexte d'une atteinte Covid. Donc, est-ce que c'est lié à l'atteinte Covid, ces embolies pulmonaires? Une possibilité, en fait, c'est que ce soit la queue d'une variation saisonnière qui est connue des embolies pulmonaires, avec un maximum qui est atteint vers janvier, février, mars, et puis un plus bas qui est atteint vers juillet. C'était l'hypothèse au départ, mais ça demandait effectivement à être contrôlé. Donc, il y a cette étude préliminaire d'un centre des Pays-Bas en milieu de soins continus et en milieu de soins intermédiaires, en fait, qui dénote chez les patients Covid spécifiquement une incidence beaucoup plus élevée de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Ici, on voyait tout confondu une incidence d'à peu près 20% de thrombose veineuse profonde et une incidence d'à peu près 6 à 7% d'embolie pulmonaire. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis c'était certainement beaucoup plus que ce qui aurait été attendu avec une grippe saisonnière classique. Donc on a cette expérience également d'un centre français dans le nord de la France qui a comparé plusieurs périodes, en fait une période de soins intensifs classiques de janvier à décembre, la période Covid en elle-même, et puis tous les patients qui ont été hospitalisés pendant une période pour une grippe influenza prouvée. Donc, ce qu'on voit dans l'évaluation de ces trois collectifs, c'est que pour une période de soins intensifs habituels, donc de janvier en décembre, ils avaient recruté à peu près 196 patients. On a une prévalence d'embolie pulmonaire d'à peu près 6,1%. Donc, chez les patients dans le cadre d'une épidémie de grippe habituelle hospitalisés aux soins intensifs, on s'attendrait à avoir à peu près 7,5% de prévalence d'embolie pulmonaire. Et puis eux, ce qu'ils ont noté pendant leur pandémie Covid, c'était une prévalence d'à peu près 20% d'embolie pulmonaire, dans ce qui représente à peu près 3 fois plus que ce qui aurait été attendu lors d'une grippe saisonnière classique. Donc, au-delà du scanner thoracique pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire, on peut aussi penser à des méthodes de médecine nucléaire, comme par exemple la scintigraphie de ventilation-perfusion. Classiquement, ça se fait en plusieurs phases. Une phase de ventilation, dont vous voyez les images sur le haut, une phase de perfusion, et puis on compare la phase de ventilation et la phase de perfusion pour détecter des zones qui ont un mismatch ventilation-perfusion. Et puis là, par exemple, pour ce patient, vous voyez la flèche qui montre un défaut de perfusion qui est tendu, alors que la ventilation était normale, et puis ça montre un gradient ventilation-perfusion qui permet de diagnostiquer une embolie pulmonaire. Donc 3 mois plus tard, il y avait une amélioration sous traitement anticoagulant.
Vous voyez en fait que pour ça, il faut une proximité assez grande avec le patient, notamment pour la phase de ventilation. Et puis, une des adaptations pendant la période Covid, la deuxième partie de la période Covid, ça a été de retirer la phase de ventilation pour ne faire que des phases de perfusion couplées à un scanner thoracique. Donc ici, vous voyez l'exemple d'un patient au HUG de 75 ans, 77 ans, un patient homme, Covid positif, qui est admis pour une fièvre et puis de la toux et des nécroses des extrémités. Et on voit aussi ici un scanner pulmonaire qui montre des opacités ground glass, on voit des épanchements pleuraux. Et puis si on fait la phase de perfusion pulmonaire, on s'aperçoit qu'il y a une zone de mismatch qui est dénotée par la flèche qui met en évidence une embolie pulmonaire chez ce patient. Alors, qu'en est-il en fait des embolies périphériques chez ce patient ? Dans ce contexte, on peut évoquer plusieurs diagnostics possibles. On peut évoquer un shunt droit-gauche, intracardiaque ou extracardiaque. On peut évoquer une embolisation cardiaque, par exemple chez un patient avec fibrillation auriculaire ou bien une dysfonction ventriculaire gauche. On peut évoquer une rupture de plaque sur un réseau systémique et puis d'autres causes qui sont un peu moins étudiées, qui sont des artérites localisées ou bien un état hypercoagulable. Donc, chez le même patient, on avait pu poursuivre la scintigraphie pulmonaire par une scintigraphie de shunt. Ça se fait sans injection supplémentaire de traceur. Et puis, ça permet de détecter si au niveau cérébral ou bien au niveau, par exemple, du réseau rénal, on a une localisation augmentée de traceurs qui signerait un passage droit-gauche. Et ce n'était pas le cas chez lui. Alors, l'exemple d'un autre patient ici admis avec une embolisation des membres inférieurs, une embolisation systémique, 77 ans, Covid positif, pas d'infiltrat pulmonaire. Ici, on voit une IRM qui montrait une fraction d'éjection préservée et pas de thrombus intramural. Le patient était en rythme sinusal, donc ça permet d'exclure avec une bonne certitude une embolisation cardiaque. Donc, ce qui reste pour ce patient, c'est de voir s'il y a une cause systémique, par exemple une rupture de plaque qui serait liée à cette embolie systémique. Est-ce que ça arrive dans le contexte normal d'infection ? On en a quelques évidences en fait. Et là, c'est cette étude, par exemple, qui a été publiée en 2014, qui évalue la saisonnalité de la mortalité cardiovasculaire. Et puis vous voyez ici qu'on a une variation saisonnière qui est évidente, avec une mortalité plus importante pendant les mois d'automne, d'hiver. Cette saisonnalité, elle est beaucoup moins marquée quand on regarde la mortalité par des cancers de toute cause, en fait. Une évidence en plus qui relie les atteintes, les affections cardiovasculaires à des épidémies de grippe, c'est l'influence que peut avoir la vaccination sur la diminution de la mortalité cardiovasculaire. Et puis là, on voit les 3 premières études qui sont des études randomisées qui évaluaient la diminution de mortalité cardiovasculaire en lien avec une vaccination par l'influenza. Et puis les 3 études montrent effectivement une diminution de cette mortalité cardiovasculaire. Donc, un troisième point qui va en faveur d'un impact significatif de l'influenza sur la mortalité cardiovasculaire, c'est l'utilisation de statines pendant des périodes d'influenza chez les patients avec une pneumonie aiguë qui diminue la mortalité cardiovasculaire en fait. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait pour les infections à influenza, mais on ne savait pas si c'était pareil pour les infections à Covid ou non. Donc encore un point pour l'influenza, c'est cette étude publiée en 2018 dans le New England Journal of Medicine qui retrouve tous les patients qui ont eu une infection à influenza prouvée par PCR et puis qui ont eu en même temps dans le courant de l'année avant ou après un infarctus. Donc on voit en fait un an avant ou bien un an après l'infection grippale, et puis au milieu l'infarctus. Et puis on se rend compte que en fait, l'incidence de l'infarctus, elle est 6 fois plus importante dans la semaine qui a suivi l'infection grippale que pendant le reste de l'année.
Et donc, ça, c'est en ce qui concerne le virus influenza, mais c'est aussi visible pour les autres virus respiratoires habituels comme le RSV, les autres virus ou bien des autres infections respiratoires, non respiratoires virales. Donc, la majeure partie des atteintes artérielles en période d'infection, en fait, sont traduites par des infarctus du myocarde ou bien des AVC. Et puis là, on voit comment on peut utiliser l'imagerie pour déterminer un pattern d'atteinte dans ce cas-là. Donc ici, avec un patient Covid positif de 57 ans qui est admis pour une pneumonie avec concomitamment des douleurs thoraciques, pas de facteur coronarien connu, pas d'antécédent cardiovasculaire. Et puis l'examen qui a été effectué, c'était un PET cardiaque à l'ammonia où on voit des images de stress en haut, des images de repos en bas. Et puis vous pouvez voir sur les flèches qu'on a une hypoperfusion qui est très marquée dans un territoire au stress, qui s'améliore nettement au repos. Et puis cette différence entre le stress et le repos témoigne de la présence d'une ischémie importante. Donc le fait que ce soit localisé dans un seul territoire coronarien, ça évoque fortement que ce soit lié à une plaque instable coronarienne. Donc, un deuxième pattern d'atteinte cardiovasculaire dans le cadre d'une infection Covid, ici un patient de 57 ans, homme, avec une pneumonie Covid, pas d'antécédent cardiovasculaire, un score calcique à 0, pas de facteur de risque cardiovasculaire. L'examen qui a été effectué, c'était encore un PET cardiaque à l'ammonia, où on voit, dénoté par les flèches, des atteintes de plusieurs territoires coronariens. Et puis si vous regardez la différence entre le stress et le repos, donc vous pouvez voir que les atteintes sont beaucoup plus marquées au stress que lors du repos. Et puis ça signifie que c'est une atteinte plutôt vasculaire et ça fait le diagnostic différentiel avec une atteinte myocarditite dans ce contexte-là. Donc, pour poursuivre plus loin, on voit que la réserve coronarienne chez ce patient, dont la réserve coronarienne qui est un facteur de bonne santé coronarienne, elle est excellente. Et puis ça implique que c'est probablement une atteinte multivasculaire en lien avec des embolisations multiples dans des territoires vasculaires. Donc, un autre cas qui nous a beaucoup intéressé, c'est le cas de ce patient de 75 ans, post-Covid, post-ARDS en fait, qui s'est présenté à nous avec une akinésie apicale à l'échocardiographie. On voit sur l'examen de perfusion et de viabilité qu'il s'agit en fait d'une hypoperfusion fixe du segment de l'apex qui ne prend pas de FDG, donc ça dénote en fait d'une absence de viabilité dans ce territoire. Donc il s'agit d'une nécrose post-Covid chez ce patient. Et puis on voit sur les images de droite en fait qu'est-ce qu'il en est de l'atteinte de l'ARDS dans ce cas-là. Dans les images du bas nous montrent l'atteinte au FDG, où on voit que les opacités pulmonaires en fait ne prennent pas de FDG. Donc ça évoque que ce n'est pas une atteinte infectieuse de ces opacités pulmonaires, et ça évoque un diagnostic différentiel entre une séquelle rétractile par exemple, ou bien du liquide. Donc quand on regarde l'image du haut, qui cette fois est une image de perfusion à l'ammonia, on voit en fait que ces images qui étaient hypométaboliques au PET sont intensément actives à l'ammonia, et puis ça évoque une augmentation de la perméabilité capillaire dans ce territoire-là, et c'est une augmentation de la perméabilité capillaire qui n'est pas de nature hydrostatique. Donc là, c'est le même patient où on voit que l'augmentation de la perméabilité capillaire est tout à fait périphérique, donc ça évoque des phénomènes vasomoteurs en lien avec l'ARDS qui sont de découverte plutôt intéressantes. On a eu peu de cas décrits de myocardite dans notre expérience au HUG. Ici, 2 cas où on voit de très discrètes atteintes. Ce sont des petites flèches au niveau de la paroi inférolatérale. Également un second patient qui présentait une très discrète atteinte inférolatérale à l'étage basal, et ces très discrètes atteintes n'étaient pas associées à une phase T2 augmentée, donc il n'y avait pas de signe d'œdème aigu dans ces zones-là. Donc c'est questionnable pour savoir si c'était une séquelle de myocardite ancienne ou bien si c'était un phénomène nouveau.
Les myocardites, elles, on voit qu'elles ont une variabilité saisonnière qui est moins liée à la période d'influenza, qui sont plus liées à la période des entérovirus. Et il a été décrit des myocardites fulminantes à influenza. Probablement, on en décrira également à Covid, mais on n'en a pas eu dans notre expérience. Alors, en ce qui concerne les atteintes myocarditiques par elles-mêmes dans les invasions directes du myocarde par le virus, il faut savoir que c'est une évolution en plusieurs phases. Il peut y avoir une phase aiguë pendant la période virale aiguë qui peut donner suite à une myocardite aiguë. Mais ensuite, il peut y avoir des phénomènes d'auto-immunité qui entretiennent une myocardite chronique et puis ça peut évoluer beaucoup plus tard vers des cardiomyopathies dilatées. Donc, cette deuxième et cette troisième phase demandent effectivement à être observées dans le temps et c'est possible que d'ici 2-3 ans, il y ait une résurgence de ce contingent de complications tardives de cette pandémie. Alors, ici, une complication plutôt inattendue qui est en fait une altération de Takotsubo, une cardiomyopathie de stress, pendant la période Covid. Il s'agit d'une patiente dame de 67 ans qui était, elle, Covid négative, qui avait de la toux, pas de pneumonie, et puis qui est hospitalisée en fait pour une exacerbation en fait d'une anxiété par rapport à une infection Covid. Et puis dans le cadre de son bilan, on voit qu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche qui est diffuse. Mais comme vous voyez, elle est beaucoup plus marquée au niveau des segments de l'apex, également présente au segment de la base, mais beaucoup plus marquée au segment de l'apex. Donc cette atteinte, elle n'est pas limitée dans un territoire coronarien, c'est ce qui fait évoquer le diagnostic de Takotsubo. Et puis ce diagnostic a été confirmé quelques semaines plus tard lors du contrôle de l'échocardiographie qui montrait une amélioration significative de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc, au début de la période de mars, mi-mars à peu près, on a eu en fait 3-4 cas successifs de tachycardie, de cardiopathie de Takotsubo qui ont été admis. Et puis ça nous a fait craindre en fait une épidémie de Takotsubo pendant cette période. Donc, on voit ici le résultat d'une étude de suivi aux États-Unis qui montre qu'on s'attend ces prochaines années à avoir une augmentation régulière de la fréquence de Takotsubo, de l'incidence de cardiomyopathie de stress, et puis que les facteurs de risque qu'ils avaient retrouvés pour le développement d'une cardiomyopathie de stress, c'était dans ce collectif-là des atteintes cérébrovasculaires, c'était un sepsis, c'était la présence d'une insuffisance rénale aiguë ou bien des désordres hydroélectrolytiques. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire croire que pendant la période Covid, on aurait une augmentation importante du nombre de Takotsubo? Et puis ça, j'ai emprunté et adapté cette slide de Philippe Meyer, que je remercie. Donc, on voit qu'il y a en fait un contingent de patients qui sera hospitalisé avec des infections respiratoires aiguës, des pneumonies sévères, une hypoxémie, un sepsis ou bien une atteinte multi-organique. Tout ça, c'est propice au développement d'une tachycardie de stress. Mais également, il y a un contexte émotionnel ambiant dans la population, par exemple avec l'apparition de nouvelles tragiques concernant des amis, avec la peur et l'anxiété concernant le contexte économique, concernant le contexte de restriction, et puis l'apparition de syndromes dépressifs qu'on pourrait craindre ces prochaines semaines. Alors, quelques messages à retenir pour ma présentation, c'est qu'en lien avec l'infection Covid au HUG, on a eu une augmentation de taux d'événements cardiovasculaires. Probablement le signal qui était le plus fort, c'était le signal concernant l'augmentation des embolies pulmonaires et puis des thromboses veineuses profondes. On propose de les rechercher avec un peu plus d'acuité chez les patients avec une infection Covid. En ce qui concerne les affections systémiques, elles sont probablement limitées par le fait qu'il y a eu une restriction de l'utilisation des modalités d'imagerie pendant cette période, mais on a pu détecter des patterns différents d'atteinte, comme vous l'avez vu. En ce qui concerne les myocardites, on a été aussi limité par le nombre de cas et il y aura sûrement des case reports concernant des myocardites fulminantes à Covid, mais on n'a pas pu les observer nous-mêmes.
Et puis, il y a une crainte de dommages collatéraux, on va dire, liés à des cardiomyopathies de stress dans la période post-Covid. Je vous remercie.